26 janvier 2023, on se retrouve les amis encore très, très vite avec un nouveau point sur l'actu qui est très riche en ce moment, donc ça nous pousse à faire de plus en plus souvent des vidéos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc on va commencer tout de suite. Alors on va d'abord parler des purges, les purges qui se passent en ce moment en Ukraine autour de Zelensky. Alors moi je dis des purges, hein, parce que les médias, etc., vont vous dire c'est une opération anticorruption, Zelensky fait le ménage dans les oligarques corrompus du gouvernement, etc. Non, 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 ça n'existe pas, ça en fait pas d'opération anticorruption en plein milieu d'une guerre, ça n'existe nulle part, ça s'appelle une purge, c'est une purge et c'est pas autre chose. Donc Zelensky purge tous ceux qui pourraient lui faire de l'ombre et pour essayer de lui briguer sa place parce qu'il se sent en danger. Et donc il élimine, il élimine. Il est largement aussi corrompu que tous les gens autour de lui. C'est même le plus corrompu de tous les corrompus. Et donc il y a pas d'opération anticorruption en Ukraine, il y a une purge. Et la purge a commencé par un accident d'hélicoptère qui s'est passé il y a maintenant une semaine ou deux et qui a vu la mort tragique de ce pauvre ministre de l'Intérieur ukrainien et de toute son équipe. Voilà, et puis qui s'est continué par la démission forcée d'Alexei Arestovitch, le principal conseiller de Zelensky, puis maintenant par d'autres, des, 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 des dirigeants d'oblast, comme celui de Dniepr, etc. Bon, enfin, voilà, tout ça c'est une purge. Hein. Ne vous laissez pas abuser par le discours des médias. Bon, ils en parlent plus beaucoup d'ailleurs. Hein. Ça évite de s'embêter avec ce sujet. Maintenant, c'est les tanks, les tanks, les tanks. Bon. Alors, bon, bah sinon, voilà, pour en venir à ce qui se passe dans la situation géopolitique, on a Annalina Baerbock. Baerbock, oui, elle l'a bien nommée, avec la ministre donc, des Affaires étrangères allemande, donc, chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, du Parti des Verts, un parti qui était censé, dans le passé, moi, quand j'ai connu le Parti des Verts dans les années 90, 80, 90, c'était un parti pacifiste. Hein. Et bien, Annalena Baerbock, elle déclare, tout de go, au micro, nous sommes en guerre avec la Russie. Hein. C'est clair. Elle parle au nom de la diplomatie allemande. Hein. C'est quand même la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Et voilà, bon bah, nous sommes en guerre avec la Russie, elle nous le dit, sans barguiner. Bon, bah voilà, cette femme, malheureusement, n'a aucune notion historique. De la part d'une haute diplomate allemande, faire une telle déclaration sur la Russie, après ce qui s'est passé dans l'histoire, il faut être complètement déconnecté de la réalité. Enfin, je veux dire, c'est. Les écologistes en 2023, c'est quelque chose. Hein. C'est pas les écologistes qu'on a connus dans les années 80 ou 70. Hein. Ah ouais, là, c'est pas mal. Bon, alors on continue avec les Allemands. Alors Olaf Scholz, le chancelier, donc Olaf Scholz, qui nous déclare, nous ne fournirons pas. Donc après donc avoir cédé sur les chars Léopard 2, on en a parlé hier, on en reparlera. Donc déclare, nous ne fournirons pas d'avions de combat ni de soldats à l'Ukraine, ni maintenant, ni dans le futur. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Bon, c'est le même qui nous déclarait il y a quelques mois que l'Allemagne ne fournirait que des casques, des gilets pare-balles, voilà, du matériel de secours pour l'infirmerie à l'armée ukrainienne, mais jamais d'armes létales, etc. Bon, maintenant, ils fournissent des chars lourds. Hein, donc, quand ils fourniront des soldats et des avions de chasse, bon, bah, on en reparlera hein, de sa déclaration. Olaf Scholz, on sait ce que ça vaut. Hein, on sait ce que ça vaut les déclarations des dirigeants occidentaux. On connaît la valeur. Hein. Donc bon voilà. Donc Olaf Scholz, ça mange pas de pain. Nous ne fournirons pas d'avions de chasse, ni de soldats à l'Ukraine, ni maintenant, ni dans le futur. Bon, on verra pour le futur. On verra. Alors sinon, on a une déclaration aussi d'un diplomate du ministre des Affaires étrangères, un autre ministre des Affaires étrangères, mais italien cette fois, qui s'appelle Antonio Tajani. Antonio Tajani, je sais pas, il a été piqué par le sérum de vérité, je pense, ou tout ça. Et il nous dit l'Europe, c'est une déclaration donc
de notre ministre des Affaires étrangères italienne, l'Europe n'a pas de politique étrangère de défense indépendante. Elle suit les États-Unis dans toutes ces circonstances, dans tout ce qu'ils font. Voilà. Est-ce que c'est une mauvaise traduction ou est-ce que parce que là je pense je rêve un haut diplomate d'un pays de l'Union européenne qui dit ça. Je répète, hein. L'Europe n'a pas de politique étrangère indépendante. Elle suit les États-Unis dans tout ce qu'elle fait. Bon, dans tout ce qu'ils font. Bon, bah oui, c'est la vérité, oui. Ah bah merci Antonio Tajani, ministre des Affaires étrangères italien, de dire la vérité. C'est notable, hein. On s'en souviendra, merci. Je sais pas ce qui lui a pris, peut-être que il a perdu l'esprit un instant, et puis voilà, la vérité lui est apparue. C'est magnifique, bon bah voilà. Bon bah on revient sur les chars. Alors les chars, on est dans la course à l'échalote, hein. Les Allemands ont promis 14 chars, donc du coup les Américains, dans la foulée, ont dit «Ah, on va fournir 31 chars Abrams». Bon, ben voilà, on a pris le 1 char dont je vous avais parlé, qui avait été la proposition d'un député à la Chambre des représentants, qui proposait d'envoyer un char Abrams pour inciter les Allemands à envoyer leur Léopard. Bon, bah là, ils ont rajouté, ils ont dit, pour faire bonne mesure, on va en mettre 32 plus, allez, on va dire 31 chars. mais ils ne seront disponibles que dans un an, hein. Pas avant, hein, dans un an, et encore, à mon avis, c'est optimiste. Et puis bon, il va falloir former les Ukrainiens pour les utiliser. Ces chars Abrams, ça va pas être de la tarte et ça va prendre beaucoup de temps. Et donc tout ça est loin, loin, loin d'être fini. D'ailleurs, même pour les chars Léopard, ça prendra quand même quelques mois, hein. Ne croyez pas, bon, les gens, en écoutant les médias, peuvent croire que les chars Léopard 2 allemands ils sont sur le terrain ou sur le front dans quelques jours, hein, ou même ils y sont déjà. Non, non, ça prendra quelques mois avant qu'ils y soient. Donc c'est ça, d'ailleurs, Scholz l'a admis lui-même. Alors Joe Biden, j'en reviens donc sur Joe Biden quand il a annoncé donc la fourniture de ces Abrams, M1 Abrams aux Ukrainiens. Et il dit nous devons fournir donc ces tanks américains, ces chars américains, pour aider Zelensky à combattre l'agression ukrainienne. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit. Je vous mettrai la vidéo en description, hein. C'est ce qu'il a dit. Donc bon voilà, pour aider Zelensky à combattre l'agression ukrainienne qui a été provoquée par les Russes. Bon, c'est du Biden, hein, c'est magnifique. Bon, alors Biden, les États-Unis vont fournir des chars Abrams pour aider les Ukrainiens à combattre l'agression ukrainienne. Enfin, c'est Biden, quoi. C'est Joe Robinette. C'est toujours aussi sain d'esprit, toujours aussi lucide. Donc voilà, bon bah alors donc ils ne seront pas disponibles, bon, pas avant un an. Alors comment ils seront, d'où ils vont venir ces chars Abrams américains? Est-ce que qui va les fournir? Et comment ça se passe l'histoire? Alors on apprend par le Wall Street Journal, selon des sources du Wall Street Journal, que ces chars seront achetés avec l'argent du comité d'assistance pour la sécurité de l'Ukraine. C'est un machin étatique américain, hein, je veux dire, qui utilise de l'argent public, hein, donc de l'argent des contribuables américains pour aider l'Ukraine. Donc ce sera cet argent, l'argent des contribuables américains, qui sera utilisé pour acheter. Et donc donc les chars Abrams ne seront pas pris sur l'arsenal de l'US Army, hein. Ils seront achetés par le comité d'assistance pour la sécurité de l'Ukraine, avec l'argent public américain, donc des contribuables. Voilà, bon bah les contribuables américains, vous allez donc payer des chars Abrams à Zelensky. Bon alors, c'est bizarre parce que bon, comment on va faire? Alors ils vont les fabriquer, ils vont les fabriquer en usine ces chars avant de les livrer, ou quoi? S'ils ne les prennent pas dans l'arsenal, c'est ce que donc, nous dit le Wall Street Journal, ils ne les prennent pas dans l'arsenal de chars de l'armée américaine, donc ils vont les trouver où? Comment ça se passe? Ils vont les acheter à des clients de l'armée américaine peut-être? Le comité va les acheter peut-être à un pays qui détient, qui est propriétaire de chars Abrams, il y en a pas mal, hein. Peut-être, on ne sait pas bien, tout ça n'est pas très très clair. Mais enfin bon, voilà, on en est là donc. Et donc c'est l'argent du contribuable américain donc, qui payera donc, ces achats de 31 chars Abrams, hein. Ils ne seront pas ponctionnés sur l'arsenal de la US Army.
Voilà, alors bon, sinon on a donc Zelensky qui, à peine, même pas 24 heures après avoir reçu la promesse de recevoir donc ces fameux Léopard 2 et ces Abrams, ah bah, il s'arrête pas là, hein. Tant que je gagne, je joue, hein. C'est la doctrine Zelensky. Alors maintenant, il veut des avions, il veut des F-16, hein. Les F-16, parce que bon, bah, de toute façon, des chars, c'est bien gentil, mais des chars sans couverture aérienne, c'est pas, c'est pas super génial non plus, hein. Ça va pas marcher super. C'est pas comme ça qu'ils vont conquérir le Donbass et encore moins la Russie, hein. Donc, il veut des chars F-16 et des missiles longue portée. Tant qu'on y est, bon, ça, bon, pour être tiré sur la Crimée, bon, pourquoi pas tirer sur Moscou, pourquoi pas sur Ekaterinbourg, allez savoir, hein. Donc, voilà. Donc, bon, des missiles longue portée. Alors, il y a la Slovaquie qui s'est déclarée prête à livrer ses MiG-29. Elle a dit non, les F-16, on ne sait pas trop, mais des MiG-29, on en a, si vous voulez, les Ukrainiens, on peut vous en donner des MiG-29. On en a quelques-uns en stock. Bon, alors, la Slovaquie elle est prête à donner ses MiG-29. Alors, bon, ben, la prochaine étape de l'escalade, hein, c'est les avions, hein, les avions de combat. Une fois que l'étape char sera passée, on passera à l'étape avion de combat. Après, ça sera l'étape missile à longue portée. Après, ça sera le missile nucléaire. On sait pas où ça va s'arrêter tout ça. Il y a un moment, il faudrait peut-être un peu commencer à réfléchir hein, du côté occidental et se dire où on va là, c'est quoi ça, où on nous emmène là. La population occidentale devrait un peu se réveiller, hein. En France, on est un peu bloqué sur les histoires de retraite et tout. Bon, je veux bien, c'est important, hein. Moi je suis absolument contre hein, cette réforme des retraites. Loin de moi l'idée de la défendre ou quoi que ce soit, mais il y a quand même des sujets en ce moment. C'est d'ailleurs assez bizarre, hein, un gouvernement qui lance une réforme des retraites en pleine guerre comme ça. C'est Macron. C'est spécial. Alors bon, on a appris par Loukachenko, donc le président biélorusse, qu'il a été approché par les Ukrainiens pour signer un pacte de non-agression. Alors les Ukrainiens, en fait, ils ont très peur des 130 000 soldats. Il y a 100 000 soldats russes déployés à la frontière ukrainienne hein, en Biélorussie et 30 000 soldats biélorusses, hein. Ça fait 130 000, 100 000 Russes et 30 000 Biélorusses. Et en face, de l'autre côté de la frontière, donc côté sud, côté ukrainien, il y a 20 000 soldats ukrainiens. Et donc l'Ukraine a très peur de ça et voudrait faire signer un traité à Loukachenko. Vous voyez, bon, nous, les Ukrainiens, les traités, vous savez, vous pouvez nous faire confiance, hein, on les respecte. Vous avez vu le traité de Minsk et tout. Ouais, quand même, nous les Occidentaux et nous, les Ukrainiens, on sait respecter les traités. Ah ouais, vous pouvez nous faire confiance. Moi, Loukachenko, il a dit allez vous faire voir, Loukachenko, à qui les Occidentaux ont essayé de faire un coup d'État il n'y a pas si longtemps, à l'aide d'une petite manipulation voilà, sur un faux dissident politique, en fait, un néo-nazi recyclé dissident politique démocrate en Biélorussie, qui, bon, bah, le coup a échoué. Le but était bien sûr de faire tomber Loukachenko et de mettre la Biélorussie dans le camp occidental. Mais le coup a échoué. Loukachenko, il est pas, il a de la mémoire, hein, il n'est pas complètement Alzheimer, et vous inquiétez pas, il s'en souvient et il risque pas de signer quoi que ce soit avec, avec les Ukrainiens, hein. C'est à mon avis, c'est pas près d'arriver. Donc, bon, les Ukrainiens, évidemment, l'idée c'était les 20 000, nos 20 000 soldats, on en aurait bien besoin sur le front pour envoyer sur le Donbass ou pour protéger Zaporozhye, pour protéger Kherson, etc. Ces 20 000 soldats ukrainiens qui sont mobilisés à la frontière biélorusse, on aimerait bien pouvoir les déployer sur le front parce que ça commence à devenir dur, on commence à manquer de personnel. Donc je vous, je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir la façon dont les Ukrainiens recrutent hein, dans les rues, à Odessa, etc. On va pas revenir là-dessus. Donc voilà, bon, bah, ça n'a pas marché. Je ne crois pas que Loukachenko soit prêt à signer un traité avec les Ukrainiens. Les accords de Minsk, hein, Minsk c'est en Biélorusse, c'est la capitale biélorusse, hein, je rappelle. Donc il sait à quel point on peut faire confiance aux Occidentaux et aux Ukrainiens pour ce qui est de signer des traités, hein. Ça c'est sûr, hein. Voilà, bon ben voilà, on va terminer là. Puis bon bah sinon une petite info là, une petite info du jour là, une petite info dont vous avez peut-être entendu parler, mais peut-être pas encore, hein, c'est tout neuf.
Un Ukrainien est en garde à vue à Paris. Il est soupçonné d'avoir tenté d'incendier une église parisienne. Ah oui, c'est un Ukrainien. Ils sont sympas, les Ukrainiens. Ils viennent, on les accueille ici, on leur donne des soins gratuits, logement, etc. Bon, ce que les autres réfugiés politiques n'ont pas en général, hein. Ils dorment sous des tentes, hein. Bon, mais les Ukrainiens, non. Les Ukrainiens, il faut leur donner un petit peu de luxe, hein, parce que c'est quand même des réfugiés haut de gamme, hein. Les Ukrainiens, on nous l'a dit, hein, c'est des réfugiés haut de gamme, avec une forte valeur ajoutée. Donc, voilà, bon. Et vraiment, bah, ils sont haut de gamme, et puis ils nous enrichissent aussi culturellement. Et puis voilà, bon, bah, voilà, un Ukrainien en garde à vue pour avoir incendié, enfin soupçonné d'avoir incendié une église à Paris. Alors tenté d'incendier une église à Paris, je crois que c'est une des églises dont la porte a été incendiée ce week-end. Voilà, voilà, bon, bah, bienvenue chez nous les Ukrainiens. Allez, je vous dis à bientôt. Alors d'abord je vous dis, bon bah si vous pouvez vous mettre un petit pouce bleu, vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, si ça ne vous a pas plu, vous ne mettez pas un pouce bleu, hein, c'est vous qui voyez. Et puis, ben, je vous conseille aussi toujours de suivre le compte Twitter de Jacques Frère pour être au courant de tout ce qui se passe sur le front et de toute l'actualité autour de l'Ukraine au jour le jour. C'est très fourni, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Et c'est le meilleur sur Twitter au niveau francophone, hein, il n'y a pas de doute. Donc vous suivez le compte de Jacques Frère sur Twitter. Et puis je vous conseille aussi le blog de mon ami Sylvain Ferreira. Hein. Sylvain Ferreira, un grand historien, quelqu'un de très très érudit sur la question, et qui tient un blog qui s'appelle Veille Stratégique. Un excellent blog, pareil, avec beaucoup d'actualités, tout ce qui se passe sur le front. Et c'est aussi complémentaire avec Jacques Frère, avec ce que fait Jacques Frère sur Twitter. Vous suivez le blog de Sylvain Ferreira, et puis Sylvain Ferreira, il a écrit un super bouquin sur la bataille de Mariupol, dont je vous reparlerai, qui est vraiment un livre excellent, et que je vous conseille si vous arrivez à vous le procurer, parce qu'il est déjà en rupture de stock, je crois qu'il doit être réédité d'après ce que m'a dit Sylvain, donc ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à le trouver. La bataille de Mariupol par Sylvain Ferreira, excellent bouquin, voilà, c'est un conseil. Et on se retrouve très vite hein, pour une prochaine vidéo. Je pense que ça va devenir très urgent. Peut-être on reparlera aussi des chars Abrams, etc. Puisque bon, on nous en parle beaucoup, on nous dit qu'ils sont merveilleux, qu'ils vont écraser, les 30 chars Abrams ont écrasé tous les chars tous les chars russes soviétiques, j'allais dire. Ça mériterait d'être un peu développé, parce que bon, ceux qui sont dans ce camp-là aiment bien se vanter aime bien vanter le matériel américain, mais bon, il y a peut-être quand même beaucoup de choses à dire. Mais on en reparlera, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à plus les amis.